Bonjour, bienvenue à tous. On est en direct sur True Paris. Je suis très heureuse d'accueillir Ludovic Simon de Do You Buzz, Mathieu Latébaudière de Quel Job et Cadre Emploi et Nicolas Pagnolin d'Oracle qui vont nous parler du parcours du combattant que les candidats, auquel les candidats peuvent être confrontés lorsqu'ils postulent en ligne ou pas d'ailleurs. Nous avons d'autres intervenants. Thomas Delorme, TMP. Guillaume Caramali, Potentiel Parc. Et Caroline Guichet du cabinet Émergence RH. Bon, on se lance. Allez. Ok, peut-être moi j'aimerais bien dire deux choses. Déjà, quand on parle du parcours candidat, déjà tout dépend de si on s'adresse à une grande entreprise qui est équipée d'un logiciel ou à une petite entreprise qui n'en a pas. Donc généralement, une petite entreprise, on envoie un email. Voilà, donc là, c'est pas forcément le parcours du combattant, il suffit de détecter la personne dans la petite entreprise à qui il faut envoyer l'email. Donc là, je trouve que ça reste relativement simple. Après, reste à savoir si on va avoir des réponses, etc. Quand on va parler de l'expérience candidat, je pense qu'on va plutôt se focaliser sur aussi les grandes entreprises qui reçoivent des flots et qui donc ont des ATS. Donc, là, auquel cas, souvent on se retrouve à devoir remplir des formulaires, on en parlait, donc on arrive sur un site carrière, soit par un job board ou en direct ou par quelque moyen que ce soit. Et là, auquel cas, effectivement, certains parcours sont un peu longs, un peu difficiles. Donc là, on peut parler de parcours du combattant, enfin en tout cas du début du parcours du combattant, parce que c'est très long. Voilà, et donc du coup, effectivement, moi j'estime, effectivement, Do You Buzz nous propose des CV en ligne, que déjà si tout le monde avait un CV web et que tous les logiciels étaient compatibles avec, on va dire, les formats web un peu, voilà, ça permettrait déjà aux candidats de déposer leur CV en un clic très facilement, d'avoir des ATS qui sont bien remplis avec les bonnes informations. Et voilà, déjà on solutionnerait une première partie du problème. Donc voilà, moi, premier témoignage, premier avis un peu sur, en tout cas, ce dépôt de candidature. Moi, mon avis sur le parcours du combattant, du candidat, c'est que postuler, c'est un acte où on est seul. C'est un acte difficile parce qu'on s'expose à l'appréciation de la communauté sur ses capacités professionnelles, ses qualités professionnelles. Donc déjà, c'est un acte qui n'est pas naturel, c'est un accident. On sort des études, on n'est pas vraiment prêt à ça. Si on se fait virer d'une boîte, on n'est jamais prêt à ça parce qu'il faut se re-challenger. C'est donc une zone d'inconfort. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il y a en effet une barrière technologique qui peut compliquer le parcours du candidat. Mais avant, il y a aussi un message du recruteur qui n'est pas toujours très clair. L'offre d'emploi, sincèrement, pour un candidat, votre entreprise est leader dans son secteur dans le cadre de son développement, elle recrute, c'est bullshit et compagnie pour le candidat. Et sincèrement, si je ne sais pas que je vais pouvoir travailler en télétravail parce que j'ai envie de bosser en télétravail, que le job il est dans le 9e arrondissement près de tel métro et que mon manager il va s'appeler avec ce nom-là, et ben si j'ai ces infos, on me simplifie la vie et puis surtout je vais avoir un acte militant finalement au moment où je vais postuler parce que je vais postuler en connaissance de cause. Là on essaye de faire du marketing one-to-one avec finalement une approche très massive, un message général, je reprends mon terme un peu bullshiteux, parce qu'il n'est pas assez précis. Ouais, puis donc, surtout dans ce cas-là, on te donne envie d'y investir du temps et tu sais Bien pourquoi sûr. tu choisis Bien sûr, d'investir tout à ou pas. C'est une grande différence parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'entreprise qui, dans la plupart des cas, a choisi d'avoir un formulaire qui est parfois un petit peu long, Oui. c'est aussi parce qu'elle estime qu'elle en a besoin pour son traitement. Après, on peut débattre de l'adaptation du formulaire et dans certains cas, pour des postes hyper demandés, on a des entreprises qui vont vous dire mais si ça arrive sur un morceau de sopalin avec un numéro de téléphone ou un email, je m'en contenterai et je ferai le boulot derrière. Dans d'autres cas, sur certains postes, quand je reçois 300 ou 400 candidatures dans les 48 premières heures de publication de mon job, bah oui, il faut que je mette des filtres et que je sois capable d'avoir des mécaniques parce que je ne vais pas avoir un entretien téléphonique avec l'ensemble de ces candidats-là. donc Mais on parle d'outils. On parle d'outils, on parle d'utilisation de l'outil parce que quelquefois on va avoir des cas où les contraintes supposées de l'outil sont mises en avant pour ne pas avoir recours à une flexibilité alors que l'outil le permet souvent. Enfin, Alors si on parle d'outils, ouais. est-ce que c'est plus simple aujourd'hui que ça ne l'était hier? Alors, Moi il y je a- me rappelle, je vais faire le vieux con, excusez-moi, mais quand on est passé de la presse au web, on a dit oh là là, vous simplifiez la vie des candidats, il va y avoir des clics, ça va être plus simple. Est-ce que c'est plus simple? C'est pas plus simple. Pour être, pour le coup, dans le domaine de l'outil et sur le marché depuis un moment, moi je me pose vraiment la question sur ce sujet-là, mythe ou réalité. Est-ce que c'est pas un débat de pleureuse, finalement, Ouais. pardonnez l'expression, mais de se dire, l'entreprise aujourd'hui a une échelle des temps qui est forcément différente de celle d'Amazon ou d'une commande transactionnelle. Effectivement, le point que tu évoquais, poster une candidature,
qu'on en poste une ou 50, c'est un acte qui est beaucoup plus engageant que de commander un CD sur Amazon. Pour autant, Amazon, quand je commande mon CD, il est capable de me dire, bah tiens, là c'est le moment de donner ton adresse, ta carte bleue, tu peux payer avec PayPal, et puis après il va te dire où t'en es. L'entreprise n'est pas aussi réactive, c'est un fait, et les candidats doivent s'en accommoder. On ne peut pas faire autrement. Au bout du tunnel de sélection, il y a un nombre fini de personnes qui ne peut pas augmenter ad vitam, et les gens derrière restent des gens et doivent traiter. Donc ce fait de ne pas avoir de retour en permanence, etc., est-ce que les candidats ne doivent pas l'accepter? Et de même, l'autre côté qui est de dire, bah oui, il faut donner de l'info, est-ce qu'on est dans un monde où on est suffisamment cool pour juste en donnant, comme tu disais, sur un bout de sopalin, son nom, son prénom et son email, le gars en face va se dire, ce mec-là est tellement cool que je vais l'embaucher, ou l'inviter à l'entretien. C'est même pas une question de coolitude. Hein, oui. Sur des développeurs Java J2E, moi, j'ai des clients qui se contenteront très bien de quelque chose qui bypasse le process et qui ne rentre pas dans l'outil parce que... Si tu veux, pour autant, on est outil, on écoute ce qu'attendent les clients, alors que ce soit client recruteur ou client candidat, l'expérience candidat, le rêve ultime, mais je ne pense pas que c'est près d'arriver, c'est justement donner son nom, son prénom, son email, point. Débrouillez-vous avec ça. C'est les 20 secondes de candidature, un clic. Alors on en parlait tout à l'heure, il y a d'autres voies. Si on parle de filtrer, c'est filer une candidature hyper long pour être sûr que tout le monde ne va pas candidater. Et voilà, il y a des moyens. Moi je pense que quelqu'un par exemple qui ne veut pas ressaisir son CV, ça c'est sûr, parce que c'est complètement inutile, on l'a déjà, on n'a pas envie de le faire sur 20 plateformes différentes. Par contre, on disait tout à l'heure, passer un QCM en ligne, faire un jeu, dire bah écoutez voilà, vous faites partie des personnes qu'on a jugées intéressantes, merci de venir sur un événement, on va vous mettre en situation, enfin quels que soient les moyens après d'objectiver peut-être la candidature, je trouve que c'est là on est prêt à passer du temps. Ce qui nous embête, c'est d'être sur un outil un peu frustre, à retaper des informations pour rentrer dans la machine. J'entends, mais le problème de l'info, c'est pas la machine. Le problème, c'est le traitement derrière. Et le problème, c'est que le recruteur aujourd'hui, bien que la techno évolue, est toujours et va toujours, le juge de paix, c'est quand même le CV, ça reste le CV. Oui, mais tu reconnaîtras que quelquefois, il y a une espèce de boulimie de données côté recruteur qui ne servent absolument à rien pour faire une sélection quelconque, mais on se dit on va le mettre quand même dans le formulaire parce qu'il fait déjà 2 pages, si on le fait 3D, c'est pas grave. C'est à nous de savoir quel est le critère discriminant, mais du coup, c'est pas tant une question d'outils, c'est tant qu'il soit adaptable, mais quand on demande au candidat de saisir son adresse complète, qu'on ait besoin de savoir dans quelle ville il vit, parce qu'on sait qu'on a un taux d'abandon pendant la période d'essai pour toute personne qui vit à plus d'1h30, etc. Ok, mais sa rue et le numéro de sa rue, honnêtement, on s'en fout, on ne fera jamais rien avec. Donc, pourquoi est-ce que dans certains cas on continue à poser les questions? Je disais, on lui envoie plus un courrier, quoi. Non, mais après les informations que donne chacune des parties peuvent être proportionnelles au fur et à mesure où on avance dans le process. Effectivement, au départ, le candidat va nous donner un minimum d'informations, nous on lui donne un minimum d'informations, on avance un peu plus dans la relation et on continue et on continue. Mais moi je pense que ça devrait être l'inverse, c'est au début qu'on a besoin de plus d'informations. Parce que sinon on met plein de gens dans un système pour rien. Le candidat a besoin, à mon avis, d'être capable de se positionner et on a besoin de construire un recrutement qui soit hyper discriminant, pas discriminatoire, illégal, mais discriminant et qui permette de se dire ce job est pour moi, ce job est pas pour moi, j'ai envie de ce job, j'ai pas envie de ce job, il est ni bon ni mauvais, mais est-ce qu'il est pour moi? Donc on a besoin de beaucoup d'infos. Et d'un autre côté, c'est au pied de la pyramide qu'on a besoin d'opérer une sélection en masse sur des critères parfois un petit peu arbitraires, je le reconnais, mais quand même, une fois qu'on aura une shortlist de 3 gus, ça ne sert plus à rien de leur demander toute une tonne d'infos parce qu'on va l'avoir en one-to-one. Le problème, c'est comment trouver un bon équilibre entre j'ai pas les moyens de rencontrer ou de parler à tous ces gens, mais j'ai quand même besoin, à un moment donné, de passer de 300 à 3. Et puis j'aimerais revenir sur la notion de temps que vous avez abordée tout à l'heure. Il ne faut oublier que certes, le temps d'Amazon, c'est pas direct, mais le candidat aussi a besoin vraiment d'un retour relativement rapide, puisqu'il a quand même ce stress, tout ça, d'avoir, bon, un retour qualitatif, plutôt rapide. Je vais vous donner la raison tout de suite. Évidemment, le problème du retour direct, non, désolé, voilà votre candidature, ça c'est impossible. En revanche, vous parliez d'accompagnement tout à l'heure, et on voit peu d'entreprises qui quand même accompagnent, et ça c'est... Parce que les entreprises aujourd'hui sont en direct dans l'ATS, voilà, donc des questions, etc. Et plus un petit peu un process un peu plus transparent, un peu plus facile. Et finalement, envoyer mon CV à chaque fois, c'est toutes des informations qu'on a déjà. Et pourquoi cette information? Parce que les entreprises ne sont pas prêtes aujourd'hui à montrer un petit côté un peu crade, qui est de dire on n'est pas capable, on n'est pas staffé, malgré le message qu'on promeut,
sur le marché, on n'est pas capable de traiter toutes les candidatures en 2 jours. On voudrait, mais en théorie, pas forcément les traiter, mais aider pendant le parcours du combattant, c'est le thème ici, aider justement, encourager l'étudiant, le jeune diplômé à aller postuler. Sur le côté outil, communiquer avec le candidat et être capable de lui dire la prochaine étape, si tout se passe bien, c'est un entretien avec des opérationnels, le type de questions qu'on pose, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est des technos qui existent aujourd'hui. C'est dispo sur le marché, c'est pas de la science-fiction. Tout le monde peut le mettre en œuvre. œuvre. Regarde, même ce qui existe chez vous et j'imagine chez d'autres, la possibilité de mettre à dispo du candidat son statut dans le process de candidature. Sauf que personne n'a fait, parce qu'on va se retrouver au bout de 10 jours à dire votre CV n'a toujours été ouvert par personne. C'est ça. Donc c'est le petit côté crade qu'on ne veut pas montrer. Et pour autant, amener de l'info et guider les gens, enfin, si tu veux, c'est ce que je dis souvent à mes clients, le fait de dire à un candidat, vous allez venir en entretien chez nous, vous allez voir 3 opérationnels, on va vous poser typiquement ces questions-là. C'est pas dévoyer le sujet, au contraire, quand le mec arrive et qu'il n'a pas lu l'info que tu l'as donnée, tu as déjà la moitié de ta réponse sur doit-on l'embaucher ou pas et sa motivation. Pour autant, c'est dispo, c'est le même prix pour tout le monde, enfin, c'est inclus dans toutes les bonnes plateformes aujourd'hui. Les clients qui s'en servent sont hyper rares. Parce que soit on n'a pas le contenu, on n'est pas capable de le... C'est la cuisine. De le packager. Tu montres le plat final, mais tu n'as pas envie de montrer. Exactement, tu n'as pas envie de montrer les cuisines. Et sur le côté, le formulaire, il est long, c'est aussi parce que... L'interprétation qu'on peut en faire, et c'est pas une vérité que je donne, mais l'interprétation qu'on peut en faire, la sélection in fine, ça reste un process hyper personnel du recruteur, qui va bâtir sa sélection sur des choix qui lui sont propres, et le dénominateur commun dans une même société, dans un même groupe de recruteurs France, etc., pour trouver ce qui va satisfaire tout le monde en termes d'infos, il faut viser large. On ne peut pas restreindre et se dire, tiens, on va sélectionner sur le diplôme, sur machin, sur bidule, sur... Et pourquoi pas l'expliquer avant, tout simplement? Oui, tout à fait. Il faut expliquer le process. Si dans 10 jours, voilà, les entreprises... Pourquoi ne pas dire, voilà, désolé, quand on reçoit... Demain, si une entreprise me dit... voilà, bon... il va me falloir 15 jours pour ouvrir votre CV, bon, moi, tu sais. Voilà, exactement. Non, mais exactement. Et ça pour le coup, c'est une ligne sur... Voire même si vous êtes sur un scoring automatique inférieur à 70%, on ne va pas l'ouvrir. Oui, mais ça, personne ne veut le dire, mais c'est la réalité des logiciels aujourd'hui. Oui, mais ça, tu peux pas le dire. Donc la question... Moi, je dirais peut-être il y a outils d'un côté et responsabilité de l'entreprise. Et accompagnement en contenu, parce que finalement, on peut très bien avoir 2 pages du site qui racontent ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'outil. Et c'est juste une question de... Mais en même temps, tu as juste... Imagine, tu poses ta candidature et votre candidature, c'est comme un centre d'appel ou à la préfecture, quoi. Vous serez traité dans 12 jours et 6 heures. Le message envoyé est super... Je préfère avoir ce message-là plutôt que le message... Pas de message. 2 semaines après, bon, d'ailleurs... Encore une fois, l'épreuve, c'est qu'on se met tout nu dans un processus de recrutement. Et on attend d'avoir le jugement de la personne à qui on a envoyé son CV. Donc, la personne, on la connaît pas. On la connaît pas. On n'a pas d'infos sur qui sera finalement mon futur opérationnel, mon N+1. Et on se retrouve sans information, c'est la pire des situations. On est dans une société où la transparence prend de plus en plus d'importance et les réseaux sociaux entraînent la transparence. Tout à fait. Et dans ce cadre-là, si l'entreprise a la capacité de traiter 100 CV par offre, à ce moment-là, peut-être que l'approche du recrutement devrait être, on ne va pas dire à tout le monde, à 500 personnes, envoyez votre CV, on va mettre des critères de filtre au départ, mais qui ne sont pas, je vais vous demander de passer 3 heures sur un formulaire hyper chiant, qui seront, on va passer des tests, des jeux, des machins, mais pour en faire en sorte qu'il n'y en ait que 100 qui arrivent et qui soient lus. Et ça, ce serait peut-être une approche différente. Alors ça demande un adapter l'outil, ça demande surtout une révolution culturelle dans la cellule de recrutement de l'entreprise, on est bien d'accord. Mais ça, je sais que vos outils seront capables de le faire. Demain, on vous demande de recruter comme ça. Donc c'est peut-être l'entreprise qui doit réfléchir à... Si je peux traiter 100 CV, je dois faire en sorte que l'outil filtre pour qu'il n'y en ait que 100 qui arrivent. Parce que si tu veux, le débat in fine, on le ramène toujours, et on l'a entendu ce matin, au nombre de clics. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va me dire il faut que je clique 3 fois, et c'est long, je préfère cliquer 1 fois, il faut que je tape. Enfin, donc le débat... Et ça, c'est parce que les questions, est-ce qu'elles sont utiles, quoi. Super, EDF a une attractivité recrutement très très forte. Reçoit je ne sais plus combien de candidatures spontanées par an, c'est monstrueux. Donc ils peuvent se permettre de poser 64 questions dans leur ATS, mais moi je suis pas sûr que ce soit bon pour leur image, et puis ils collectent des informations qui leur serviront à quoi si je suis pas recruté. Non, puis Mathieu, et puis les candidats talentueux, les candidats de qualité, vous les perdez aussi. Parce qu'il y a une époque ceux qui vont passer 1 heure sur la candidature EDF, c'est peut-être parce que ailleurs dans une autre entreprise, ils vont pas me prendre ici. Donc demander trop d'infos, et puis le candidat il est aussi responsable de ça, parce que le candidat... Il y avait des candidats à un moment qui avaient développé des moteurs pour postuler toutes les annonces
qui avait dans l'annonce tel des générateurs de lettres de motivation. Des générateurs de aussi, CV, de lettres de motivation. Et du coup, le candidat, il met aussi dans le processus, il ajoute au parcours du combattant parce qu'il met trop d'infos, il embouteille le système, c'est clair. Enfin, vu de l'autre côté, est-ce que les recruteurs attendent, j'entends le coût du CV et quelqu'un qui doit postuler 50 fois de suite, le côté rédhibitoire et rébarbatif, je l'entends bien. En même temps, et pour autant, si on ne se met pas forcément dans la position du grand débutant ou dont le CV est finalement assez réduit, parce que c'est une ou deux écoles et basta, les expériences aujourd'hui, la réalité des gens, c'est que les parcours sont plus ou moins brisés. Enfin, de tout temps, le bon sens a dit que dans un CV, on va l'adapter spécifiquement pour ce à quoi on postule. Donc, est-ce qu'il est complètement incroyable et surprenant de se dire que chaque candidature devrait être adaptée, sinon à la marge, au moins peut-être de fond en comble, mais c'est ce que, j'ai le sentiment que les recruteurs attendent ça quand même. Non, donc, est-ce que de fait, il devient dingue de dire, ça serait bien que vous remettiez, vous adaptiez les infos sur chaque formulaire et qu'on se trouve dans une situation où on ne peut pas mutualiser, ce fameux profil et qu'on le balance partout. Ou alors, ou si on le fait, on sait qu'on prête le flanc, et c'est dans la candidature à être dans le marasme ambiant de tout le monde. Oui, il n'y a pas à se différencier. Le tronc commun d'un CV est quand même le même. Après, quand on dit adapter le CV à une candidature, c'est changer un ou deux intitulés, une description de mission, et puis réadapter un petit peu pour se positionner. Et voilà, c'est adapter à la synthèse. J'entends ça, ce tronc commun. Je l'ai fait en conviction, et je pense que Thomas peut le dire aussi. Il y a aussi un autre mythe qui dit, de toute manière, toutes les boîtes recrutent pareil. Ça, c'est fondamentalement faux. Et si ce tronc commun n'existe pas aujourd'hui, c'est parce que personne n'est capable de déterminer ce format pivot d'information minimale. Sinon, il n'y a aucun doute que ça existerait depuis des lustres et qu'on l'utiliserait. Ce format pivot, personne, il n'y a aucune... Je ne connais pas... Le CV est un truc où on dit voilà l'expérience, les formations, les compétences, globalement c'est le tronc commun que tout le monde utilise à peu près, sur à peu près toutes les plateformes, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Je voudrais juste sortir un peu de la logique de l'outil parce que nombreux recrutements se font sans forcément un applicatif. Il y a beaucoup de PME qui recrutent et les recrutements sont là. Par rapport, je parle de ce qu'on fait dans notre cabinet, c'est 50 recrutements par an. On a un mail d'accusé-réception qui est automatique. Donc tout le monde va crier. Ceci étant, dans ce mail, on leur dit clairement qu'effectivement, non-réponse au bout de 15 jours, ils peuvent considérer que la candidature ne correspondait pas au poste précis. Ceci étant, on leur donne la possibilité de nous contacter. Ensuite, la candidature arrive dans la mission. Le chargé de recherche traite et ouvre toutes les candidatures et on envoie à nouveau une réponse négative typée ou standardisée où on met parce que 90% des candidatures qui sont refusées, c'est que l'expérience demandée n'est pas l'expérience dans le CV. On essaye, nous, dans nos offres, d'objectiver, de donner des critères papier. C'est souvent ce que je demande quand on prend quel est le critère incontournable. Et à côté de requis, on met une virgule parce que le chargé de recherche doit mettre, notamment en ce qui concerne une expérience en cabinet et pas en entreprise. Mais quand le gars il est pâtissier et qu'il postule à un poste de charcutier, c'est encore bien qu'on lui donne une deuxième réponse négative. Et ensuite, par rapport au parcours, c'est dans ce même courrier... C'est bien qu'on l'ait sélectionné déjà sur les 15 premiers jours. Par rapport, et c'est une charge par rapport au parcours, ce que je m'attache, c'est qu'à défaut que le parcours aboutisse à un recrutement, c'est qu'il soit utile. C'est-à-dire qu'on leur dit, ok, sur ce poste-là, ça n'a pas matché, mais rendez-vous, on reste ensemble et on leur met, nous, donc on fait aussi la promotion de notre cabinet, on leur donne les moyens de rester en contact avec nous. Donc nos pages LinkedIn, Viadeo, Facebook, le blog, voilà. Donc et toujours, c'est en signature des mails, le consultant a son portable. Moi je remarque ce qu'on a vu hier à RMS, Mazan, et ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire, nos petits cabinets, dans son site corporate, insérer un slide, voilà le process de recrutement. Ça, moi, sans avoir un outil Oracle, je peux le faire. Donc, bonne pratique, j'ai bien fait d'aller hier à RMS. Et Deloitte, qui carrément met les numéros de téléphone. Alors, ce n'est pas les portables. Je pense que quand on appelle, on arrive peut-être sur un répondeur. Voilà. Donc, mais ça, c'est des expériences qui, je pense, sont modélisables par des petites structures comme les nôtres. Et faire évaluer son processus de recrutement par les candidats
ils sont passés dedans, ça a du sens aussi. Hein. Alors, parce que c'est à partir du moment où on mesure, on fait progresser. Quoi. Donc, alors nous on l'a fait, donc on a fait une enquête de satisfaction auprès de 200 candidats recrutés depuis quelques années. On a eu 60... Non, excusez-moi. On a fait ça sur 200 candidats shortlistés. On a eu 60 réponses. Majoritairement, c'est les candidats qui n'ont pas été retenus qui ont répondu. On parle que des trains qui arrivent à l'heure, mais bonne nouvelle, leur avis, c'est à la limite c'est avec eux où le lien n'est plus. Et du coup, les retours ont été d'une part positifs, donc ça nous a fait du bien. Et quand ils étaient négatifs, on revient toujours la même chose. On n'est pas infaillible. C'est la personnalisation de la réponse et la rapidité de la réponse. Voilà, donc. J'invite, je crois que c'est RH Advisor qui propose d'auditer les cabinets sur leurs pratiques. Ouais. Alors pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est vrai que hier c'était marrant, à la fin de la RMS Conf, il y avait donc des candidats qui expliquaient le parcours laborieux qu'ils ont et l'attente de cette réponse, etc. Et donc il y avait une personne, en l'occurrence Vincent Rostin, qui a eu le courage de lui dire, mais attendez, nous... recruteurs, la plupart du temps, on reçoit des candidatures non personnalisées, etc. Et c'est voilà, donc ce qui est un côté valable tout à l'heure. On parle de l'expérience candidat, mais qui parle de l'expérience recruteur? Non, mais vous, candidat, mais le candidat ne doit pas s'en foutre parce que le recruteur d'aujourd'hui, qui va pas être celui qui va le placer dans la boîte de ses rêves, demain c'est peut-être le cas. Moi, recruteur, je vais être ambassadeur de votre marque candidat. Et si aujourd'hui vous avez été au dernier moment, vous m'avez lâché, vous m'avez donné des informations fausses, et il y en a. Demain, si j'ai le job de vos rêves, moi je vous recommande pas. Donc, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais il n'y a plus le recruteur qui est ici et le candidat qui est ici, c'est maintenant, mais c'est pas ça non plus. Et alors, si vous voulez, moi, dans ma petite start-up, en l'occurrence, j'ai quand même quelques recrutements à faire pour nous, des fois. Et en l'occurrence, je sais que moi, ça m'arrive quand je suis sous l'eau, de ne pas répondre aux gens qui n'ont pas personnalisé leur demande. Et franchement, mais j'ai aucun problème éthique à le faire, et je peux le dire même face caméra. Et pourtant, voilà, si moi, je reçois juste un mail qui est quasiment un spam, et qui est pour parler de ma grande compagnie, que la personne a envie de rejoindre, alors que évidemment, moi, j'ai une petite start-up, c'est un avoir. Je m'en fous, c'est boîte à spam. Enfin, voilà. Alors, ça, si j'ai le temps, je réponds. Alors ça, c'est très intéressant pour le coup, puisqu'on voit bien ce gars-là qui a envoyé en BCC ou même en CC à la rigueur, il a passé combien de temps à le faire? Il a passé 10 secondes à envoyer, à trouver les mails. Et pour le coup, celui-là n'aura... ça l'embêtera pas finalement de ne pas avoir de réponse ou d'avoir une... Ou alors si ça l'emmerde, je expliquerai ma façon de penser. Mais après, tant pis pour lui. Mais à la rigueur, après on parlait tout à l'heure des quiz, pourquoi pas des candidatures personnalisées qui vont prendre un peu plus de temps. C'est vraiment sur ces candidatures-là que le recruteur va avoir un devoir justement de réponse et de passer du temps. Sur ceux qui passent, c'est le ROI candidat, on en parlait tout à l'heure. Si tu passes 2 secondes à envoyer ta candidature, oui, mais tu t'attends pas à un retour. C'est la bouteille de la merde. Le coup de l'envoi. Si tu passes 20 minutes sur ta candidature, tu vas t'attendre à un retour assez important de la part de l'entreprise. Mais c'est là que peut-être dans les outils, si on reparle des gens qui sont outillés avec l'applicatif, pour le coup, le gars motivé ou pas motivé, ça revient un peu, c'est difficile de sortir. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça prend autant de temps, ou quasiment autant de temps, d'évaluer un torchon de lettre de motivation qu'un truc super renseigné. On la lit plus, la lettre de motivation. On la lit plus. Oui, mais qui lit encore les lettres de motivation? Si le CV est intéressant. Mais voilà, mais ça c'est dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Et t'as déjà. Tu commences par là? Je commence par là. Moi, je commence par là. Parce que quand elle commence par depuis tout petit, je rêve de rejoindre votre entreprise mondialement connue qui a toujours su développer les poubelles. Et déjà, c'est idiot, mais l'entreprise dynamique et leader sur son marché. Il y en a une sur mais quand je poste des annonces, je les poste en mon nom avec mon mail. Je me remets dans la même situation que Ludovic quand je recrute pour moi, je sors du rôle client. Et Thomas, c'est un prénom qui laisse assez peu de place à l'imagination. En général, c'est un homme. Quand je reçois une candidature qui dit déjà Madame, Monsieur, c'est poubelle. C'est bête, parce qu'il y a peut-être des super candidatures, mais c'est poubelle. Le mec qui n'a pas pris, ou la fille qui n'a pas pris
les 3 secondes pour se dire je suis en train d'émettre une communication vers quelqu'un, comment je souhaite qu'elle soit reçue. Surtout pour travailler chez moi je fais un boulot de com, donc je vais avoir du mal après à dire quand il va écrire à un client, quand il va rédiger une recommandation de positionnement pour un client, quand il va concevoir de la com pour un client, il n'a même pas été foutu de se dire je suis en train d'écrire à un homme. Non mais à la rigueur ça c'est pas le problème, il a passé trop de secondes, ma foi, s'il a pas de retour c'est pas très grave. Le problème, il a peut-être fait une super lettre et un super CV, il est peut-être génial. Moi pour l'anecdote, sur Do You Buzz, la moitié des CV que je reçois sont des CV qui ne sont pas Do You Buzz. Les gens quand ils disent des CV dev, on en a jamais recruté pour le moment. Donc enfin, des fois je regarde pas. On reboucle sur le point, le fait que ce processus de candidature soit un acte en soi et puisse être à certains moments compliqué, ça semble être un mal nécessaire parce que vous racontez en fait. Pas toujours. Non, je sais pas. Pas toujours. Je voudrais juste reparler des outils parce qu'on parle des outils pour les entreprises. Mais où sont les outils pour les gens qui sont en recherche de job? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous recruteurs, on nous propose plein d'outils pour gérer nos multi-postings d'offres. Et moi, quand je chasse quelqu'un qui répond à une offre, le gars, il ne sait même plus pour quel poste. Donc je crois que c'est JobMart qui fait ça, Jeune Startup. Mais c'est vrai que ça répond à un vrai besoin. Pôle emploi, là-dessus, n'y est pas. Il faudrait un vrai site qui puisse mais on disait agréger. Des fois, il y a des candidats. Ah mais quand t'es candidat, t'as pas d'argent a priori. Non, mais c'est le investissement, c'est vrai. Tu sais pas combien ils veulent pas investir du temps pour envoyer des candidatures. Donc quand le gars envoie une lettre non personnalisée, après lui dire il va utiliser un outil pour organiser sa recherche, ça c'est déjà quelqu'un qui est motivé. Oui, mais c'est le cas, il y en a plein. Ils ont leur carnet de bord, ils ont leur fichier Excel. C'est déjà le b.a.-ba quoi. Si on veut simplifier notre parcours, le parcours du candidat, il va aussi organiser sa recherche. Tout à fait. D'autant pour info que je suis le fondateur de cette startup JobMart et le candidat a organisé, centralisé la gestion de ces candidatures. Et effectivement, moi, une des choses que j'ai dans ma roadmap, c'est permettre de postuler facilement depuis mon service avec du remplissage automatique de formulaires de candidature, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça peut aider à... Ouais, ça peut aider à générer. Ça va générer plus de volume. Voilà, et choisir de manière random 50 sites, donc c'est... Parce que le volume est la qualité. C'est des questions pertinentes que le recruteur va poser pour justement segmenter. Donc c'est l'évaluation, l'assessment de la candidature et pas les données personnelles du candidat qui ne sont pas du tout des facteurs discriminants et qui sont juste des choses à ressaisir. Aujourd'hui, c'est acceptable de demander aux gens de ressaisir des informations. Non, ça c'est clair. Mais est-ce que vous constatez, si on repasse sur on va dire l'expérience candidat de candidature, et finalement c'est le traitement, la question c'est le traitement, est-ce que vous constatez sur le terrain que le domaine de la grande distrib ou de la distrib, qu'il y a ça de particulier qu'un candidat même rejeté doit rester client? Alors ça va être distrib ou complaisance ou que le B2C en général. Voilà, le B2C, est-ce qu'ils sont meilleurs et de loin par rapport au... par exemple à ta start-up où tu réponds pas à tout le monde, c'était un peu en stress. Je sais pas s'il y a des gens meilleurs que d'autres, mais ils ont plus il y a une de question de moyens, maturité, de non, profil pénurique, pas pénurique. C'est pas une question de moyens, c'est une question de recruiting web pour l'entreprise. C'est pas une question de moyens. Je veux pas être d'accord avec ça. Ouais, si, parce que non, c'est une question de volonté. Est-ce qu'on a la volonté de screener exhaustivement tous les CV, y compris une fois qu'on a recruté le poste pour en mettre certains en vivier, ou alors on le fait à l'américaine et on rejette tout. Est-ce qu'on renvoie une c'est avant tout une question de moyens parce que combien tu as de personnes dans ton entreprise pour évaluer les CV à la main? On enlève les outils. Donc c'est juste une question de moyens. Mais c'est une question d'importance à le candidat, Mathieu. Voilà. Regarde, pourquoi est-ce que Vente Privée peut répondre à tout mail d'un client sous 24 heures alors qu'ils ont 2 millions de membres, je ne sais pas combien de clients, parce qu'à un moment donné, ils ont mis c'est stratégique et je considère que je veux apporter une réponse personnalisée à chaque client, même si sa demande est complètement stupide, que c'est écrit en gros sur le site et que ça clignote, je vais quand même lui répondre et je vais pas lui dire ah bah non, c'était écrit en gros donc je te réponds pas comme moi mon monsieur madame. Il y a un moment donné où tu poses la bonne question et il y a un manque de transparence de la part des entreprises qui font croire qu'il va y avoir un traitement de la candidature alors qu'on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de CV qui ne sont pas lus parce que le scoring, les diplômes ne matchent pas dès le départ. Si on peut aller dans ce sens-là, le plus gros mythe, et il faudra aller dans toutes les écoles pour expliquer aux étudiants que ça sert à rien, c'est la candidature spontanée. Dans 99% des boîtes, la candidature spontanée, c'est mettre son CV directement dans la broyeuse. Dans les grands groupes. Parce que par contre, que tu vers dans les PME, là, par contre, ça peut marcher. Si tu prends un grand groupe, la manière dont la plupart des entreprises sont organisées, c'est chaque recruteur s'occupe de postes, publie ses jobs, reçoit des réponses, et si dans les réponses qu'il a eues, il y en a assez et qu'elles lui conviennent, il ne va jamais aller dans les candidatures spontanées. Non, mais par contre, si tu la reçois au bon moment, qu'elle est adressée à la bonne personne et qu'elle est personnalisée, tu peux l'étudier. C'est pas un formulaire de candidature spontanée. Non.
Mais pour autant, il y a beaucoup de boîtes qui le candidat qui est malin pas et qui le mettent en avant sur leur site avec un gros bouton au milieu. Envoyez votre adhésion J'ai envie de dire spontanée. foutage de gueule du candidat, là, complètement quoi. On lui fait croire que voilà, et lui il va dépenser du temps pour aller dans ce formulaire de candidature Qui spontanée. sert souvent Et que à personne rien. ne s'en Enfin, je dis sert. pas que c'est le cas Visuel à la partout, caméra. Voilà. Mais donc effectivement la grande distrie, voilà, je sais pas s'ils sont transparents. Moi je suis pas sûr que ce soit aussi j'espère lié qu'ils au le sont. secteur que ça. Non, C'est la raison, voilà. ça devrait être un enjeu plus fort. Il ne faut pas confondre le marketing qui est je dois bien recevoir tout le monde avec derrière fausse promesse. En revanche, après, on voit beaucoup d'entreprises qui sur les pages Facebook carrière qui vont répondre à n'importe quelle demande. Bon, après, c'est un peu différent, c'est pas forcément des candidatures. Ouais. Et souvent, Ouais, les mais là, candidatures sont. c'est pareil, le moyen. SAV il est un peu frustrant parce que quand tu gères la page, enfin je sais pas si vous avez les uns et les autres des pages Facebook carrière, mais nous on en gère quelques-unes avec ou pour des clients. Quelquefois c'est dur de pas éclater de rire. Quand le commentaire c'est ouais j'ai postulé. Qu'est-ce que tu veux? Non mais qu'est-ce que tu veux répondre? T'essayes de rester cordial, poli, charmant, correct, etc. Mais alors quand le commentaire c'est j'avais postulé il y a tant de temps à telle offre, Ouais, là, etc. Est-ce que vous pouvez me dire? Bon bah on passe une en message relance. privé, on répond. Super, c'est même moins invasif qu'un coup de fil, c'est plus pratique parce qu'on peut le gérer dans le créneau qui nous convient. Mais un commentaire de type j'ai postulé, qu'est-ce que tu Il y veux? en a beaucoup des commentaires comme ça. Ah ouais. D'accord. En général, plutôt, j'ai postulé, mais j'ai pas eu de réponse. Non mais Ouais, ça, voilà, En général, 80-90% des commentaires sont plutôt C'est ça. de ce genre-là. non mais il y a aussi du... Il y en a un peu des comme ça, mais c'est quand même pas la majorité. Heureusement non. Est-ce que peut-être dans la est-ce qu'on est dans un format où tout le monde participe là ou faut être de côté de la caméra? Bah oui. You can open it up, hein. It will not be heard. Slightly. It will be unheard, but It will not be heard by The answers will. But they it can, will be heard they'll be anyway. able to be heard, like they can be heard, they just won't be seen. That's fine. Vous parliez un petit peu Faut parler fort Vous pour parliez les- fort pour pour être entendu. On va pas voir nos têtes, c'est pas grave. C'est ça. Moi, je voudrais intervenir là quand vous parliez du un clic, de réponse en un clic, sans parler de ce que je fais. Effectivement, quand on reçoit des candidatures, les personnes les envoient sous quelque format que ce soit, on renvoie après systématiquement à chaque personne un dossier de candidature. Et là, du coup, les gens prennent le temps finalement de revenir sur l'offre et de voir si ça les intéresse. Et là, on en a 50% de moins. Bah, c'est une stratégie de produit d'appel en fait. Vous attirez le chaland avec 3 informations à fournir et ensuite si... Ah non, par contre c'est très transparent D'accord. sur c'est où, c'est qui. Les missions sont extrêmement détaillées, tout y est. Alors, le risque du dossier de candidature, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est que le candidat en poste actuellement, qui est bon mais qui n'a pas envie d'y passer une heure, et lui il va peut-être pas le faire, donc vous faites un filtre pour avoir moins de CV derrière à traiter. Mais pour le coup, là, vous faites fuir ceux qui se disent, un dossier de candidature, je vais devoir écrire le truc ou remplir encore le formulaire. Donc, il y a, là, pour l'entreprise, vous tirez des fois Et dans le donc, pied. il faut finir, et derrière chaque dossier de candidature, il y a systématiquement un entretien téléphonique à l'initiative de la personne. Donc là, déjà, c'est intéressant, Bravo. mais Vous travaillez pour... je me permets. Cabinet de recrutement. D'accord. C'est quoi votre volumétrie? Eh bien, c'est généralement des postes avec 150 candidatures à peu près. Donc, c'est là 70 entretiens téléphoniques. Waouh. Ouais, d'accord. Ça prend pas pour ça. Bravo. Ouais, bravo. Donc, C'est là, pas vous le êtes... autre cabinet. Franchement, ça te demande. Émeraude RH, et d'ailleurs, on passe Ah, par d'accord. une buzz pour postuler. Eh ben... Bravo. Cabinet, Très bon cabinet, je conseille. Breton, non? Et questionnaire à la fin pour tous les candidats, pas seulement shortlist, mais tous les candidats reçus. C'est-à-dire 12 à chaque fois. Il y en a 3 en shortlist. Et effectivement, questionnaire en ligne aussi. Donc, comme quoi, c'est possible quand même d'avoir Et on a un rétro-planning. Ah oui, c'est-à-dire que c'est très transparent sur le site. C'est J-3, J-3 mois, J-2 mois. Quand est-ce que les candidatures sont traitées, quand est-ce qu'on lieu les appels téléphoniques, et il y a la date d'embauche. Et généralement, ça nous oblige, nous aussi. C'est très bien. Merci pour votre témoignage, ça montre qu'en fait, voilà, vous avez des ressources humaines derrière pour être capable aussi de traiter ces gens-là, les appeler, vous faites l'effort en tout cas. On attend, on leur demande de C'est nous le mot de appeler. votre Donc, oui. comme là aussi, on perd un certain nombre de candidats qui ne vont pas appeler. D'accord. C'est une stratégie intéressante en tout cas. C'est une stratégie de long terme.
parce que finalement les candidats on les traite tous bien et ils finissent par revenir. Oui, mais c'est plus naturel pour un cabinet de recrutement de le faire parce que le cabinet estime à juste titre que le candidat est aussi potentiellement un client, etc. C'est son business, quoi. Voilà. Pour une entreprise, c'est moins naturel. Du coup, c'est vrai que c'est moins normé et moi j'appelle vraiment à ce discours de la transparence sur le process. Il n'y a rien de plus simple, quoi. Sur un petit, entre guillemets, un cabinet à taille humaine et pour après le processiser, le standardiser, je ne sais pas quels sont les outils. Non, puis ça fait partie, j'imagine, de ce que vous proposez à vos clients. C'est-à-dire que la manière de formater ce process fait partie de ce que vous marketez à vos clients, de l'engagement qualité que vous prenez en leur nom. Parfois, il faut convaincre le client aussi d'accepter qu'on soit transparent sur lui. Il y a encore des entreprises qui n'ont pas envie qu'on diffuse leur nom, qui n'ont pas envie qu'on diffuse le salaire proposé. Oui, et après on reproche au candidat de ne pas avoir fait preuve d'assez de motivation pour une entreprise inconnue, dans un secteur inconnu. Et le parcours du combattant. Non mais attends, le parcours du combattant sans savoir le salaire, c'est terrible. Oui. C'est-à-dire que tu vas au bout d'un process, et tu arrives, t'as passé toutes les épreuves des ATS, des entretiens, des machins, et puis tu arrives en entretien, je sais pas, il y a un écart de 30-40%, ça c'est pas la blague. Hein. Ça amène la question de l'offre d'emploi, et justement dans les études que nous réalisons chez les jeunes diplômés, et en particulier sur l'offre d'emploi, l'étude c'est sur l'ATS, bref. On voit que les points les plus marquants sur le salaire, tous les candidats le veulent, aucune entreprise ne le fait, c'est un truc 90, 5. La date de clôture aussi, tous les candidats veulent savoir est-ce que l'offre est encore disponible ou pas. Et le nom du recruteur aussi. Après, le nom du recruteur c'est un peu plus difficile, c'est une stratégie globale. Mais la date de clôture, personne n'est. Beaucoup d'autres pour savoir où la date de publication. Bon, après, oui, mais parce que le côté boîte noire a fait aussi que beaucoup de candidats ont eu l'impression, à juste titre ou pas, de postuler à des attrapes CV qui ne sont pas des vrais jobs ouverts. Enfin, il y a ça aussi. Hein. Si on faisait un meilleur job de réponse et de délimitation de ce qu'est l'offre et de à quoi elle correspond, et c'est vrai qu'il y a des offres, parfois dans le secteur de l'IT en particulier, où elle est tellement vague qu'il y a marqué c'est pas un poste, quoi. Et alors justement, moi je profite du fait qu'il y ait du monde, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on ajoute sur les médias de recrutement d'une manière générale, qu'ils soient réseaux sociaux, sites emploi, pour faciliter le parcours du candidat? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, médias, en gros, pour faciliter la transmission d'un candidat vers vous, recruteur, cabinet, ou vous, entreprise? Qu'est-ce qui simplifierait la vie? Parce qu'on a dit, il y a quelques années, quand on passait de la presse au web, que ça allait générer plein de CV dans tous les sens, de mauvaise qualité. On est en train de dire la même chose sur le mobile, en gros, parce qu'il y a quand même un transfert qui se fait actuellement sur le mobile. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses, des filtres qu'on doit mettre en place, des informations qu'on doit imposer à nos recruteurs? Là, nous, sur un de nos sites, on a imposé le salaire. C'est un four complet parce que les recruteurs sont pas prêts, mais on essaye des trucs quand même. Est-ce qu'il y a des informations comme ça de bon sens, simples, que vous pensez qu'on doit rajouter sur nos médias de recrutement? Aujourd'hui, moi j'ai parlé à mes clients à ce niveau-là, et aux candidats, et ce qui ressort, c'est ce qu'on appelle le package en langage anglo-saxon, qui existe depuis des années, et à ce que je sache, les Anglais et les Américains continuent à recruter, ça n'a pas fait couler le marché de l'emploi. Donc il y a la partie salaire, mais aujourd'hui avec les difficultés qu'il y a sur les couvertures sociales, etc., vous avez tout ce qui est la partie mutuelle, et tout ce qui est avantage en nature, qui peut faire une vraie différence dans la motivation. Ce qui aussi séduit les jeunes, et on voit beaucoup de jeunes qui sont en demande, savoir s'ils peuvent passer en BYOD, Bring Your Own Device, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent venir travailler avec leur ordinateur, ou est-ce qu'on va leur imposer le vieux coucou d'il y a 5 ans qui ramera. Ça c'est un élément de motivation qui va effectivement... Un point important aussi avec la géolocalisation des offres, on voit que deux boîtes fait ça, mais aussi une plus petite boîte comme le groupe Samsei, 5000 employés, sur le site Carré qui est très... c'est pas L'Oréal non plus, mais c'est un peu beaucoup moins de moyens pour le coup. Et voilà, l'offre d'emploi, il n'y a pas d'ATS en revanche, mais l'offre d'emploi, c'est toujours l'offre d'emploi associée avec un témoignage de collaborateur en vidéo et la localisation avec la carte de France et pouvoir filtrer tant de jobs à tel endroit. Donc, je pense que c'est assez important d'avoir plus de visibilité, encore une fois de transparence sur ce qu'est la boîte à l'intérieur, ce qu'est le job. Des photos aussi. Des photos, des vidéos, effectivement. Travail, des bureaux aussi. Des collaborateurs, mais on est en train de faire un... Bien sûr. Alors moi j'y crois beaucoup parce qu'en fait, montrer c'est beaucoup plus efficace que dire. Et on est en train de faire des tests sur des annonces d'emploi en vidéo
où en fait, alors par contre, on squeeze les RH, on veut que ça soit le N+1, le futur vraiment opérationnel, et qui raconte le job, et dans l'environnement du travail. Et ça marche, c'est un test là, mais ça marche très bien. Donc moi je crois beaucoup en la vidéo. Mais tout ce qui permet de se... On a 2 fois plus de rendement en moyenne. Ouais. Et c'est un rendement plus qualifié. Ouais, plus de retour. Et c'est un rendement plus qualifié. C'est en volume et plus qualifié parce que tu as vu où tu allais bosser et c'est terrible. Mais moi-même, je fais pas mal de recrutement. C'est terrible ce que je veux dire, mais dans les 30 premières secondes, je sais si ça va le faire ou pas. Parce qu'on a quand même, c'est une rencontre. Tu sais surtout si ça va pas le faire. Ouais. Tu sais, ça va. Donc, la vidéo, si l'environnement de travail c'est un élément important pour certaines personnes, qui sont habitués à avoir des grosses moquettes, si on voit qu'il y a de la moquette avec des taches de café, ça limite quelques candidats. T'as raison, et en tant que candidat, c'est vrai aussi. Combien de fois tu rentres dans une salle, t'as pas parlé d'une minute avec le mec, tu sais que t'as pas envie de bosser là. Bien sûr. Et tout ce qui... On continue à rédiger des offres d'emploi qui ressemblent quand même à des fiches techniques, quoi. À aucun moment on laisse le type se projeter dans un mode de management, un mode d'organisation. Des télégrammes, quoi, pour certaines. Oui, non. Alors, plus ou moins bien faite, mais même quand elle est très bien faite, ça reste le cul d'impact produit, quoi. Enfin, il y a une liste d'ingrédients, mais on ne dit pas vous l'aimerez si. Il faut se poser une question. Il y a un cas d'école qui est très intéressant. Il faut se poser une question. Google, par exemple, sur son site carrière, Google fait rêver tous les développeurs quand on est jeune ingénieur. Alors que le job n'est pas passionnant. Chez Google, ça reste quand même un espèce de Graal. Et moi, je suis toujours fasciné de voir le mal que se donnent les RH de Google pour présenter les offres. Et je pense qu'ils ont en ce moment sur le marché des offres d'emploi qui sont le mieux présentées, avec un niveau de détail assez extraordinaire, avec des témoignages des managers, des témoignages des collaborateurs. Ils ont vraiment tout un univers où, en tant que candidat, on va pouvoir passer 10 ou 15 minutes à vraiment creuser le sujet et se dire je candidate ou pas. Dans quelle mesure est-ce que appuie sur le ou pas, je pense, je candidate ou pas justement. Donc, voilà. Les candidats se désélectionnent effectivement du process en voyant. Mais parce que c'est pas forcément. Ils jouent sur ces leviers-là C'est aussi, parce que c'est pas forcément le job de développeur le plus intéressant du monde. Voilà, mais le SS2I, ce qui est très intéressant, si on prend les SS2I françaises typiques, vous moyen d'avoir des annonces d'emploi sur les mêmes compétences que Google, ils vont rechercher à peu près la même typologie de candidats, et eux vont envoyer 5 lignes de description de société extrêmement succinctes. Parce que vous ne bosserez pas vraiment pour eux. Enfin, des requis, des prérequis, et il n'y a absolument rien sur la mission, etc. C'est nous exigeons telle et telle compétence. Ça, c'est un élément très démotivant. Et on parlait justement des candidats tout à l'heure. J'ai une remarque qui m'a un peu choqué du fait que les candidats devraient mieux aussi se comporter. Je pense que le cercle vertueux devrait déjà être initié par les recruteurs. On ne peut pas s'attendre à ce que des candidats se comportent bien quand la majorité des recruteurs se comportent mal avec eux. Voilà, c'est pas la majorité. Ça va dans les deux sens, il y a quand même des candidats spammers aussi. On est d'accord là, malgré des recruteurs qui se comportent professionnellement, ils vont continuer à spammer. On est d'accord, mais quand tu leur as envoyé 50 candidatures, ça devient difficile de rester motivé quand sur ces 50 candidatures, tu as eu peut-être une réponse automatisée et qui était négative et tu sais très bien que la personne n'a pas pris le temps. C'est vrai que c'est démotivant quand on est jeune diplômé, surtout pour ces gens qui ont des difficultés à trouver des emplois aujourd'hui. Moi, j'essaie d'avoir un peu d'empathie avec eux aussi, quoi. Je pense que si on doit réfléchir en termes de mal à la racine, il faut aussi voir dans les écoles, dans les universités, où on entraîne les jeunes diplômés justement à postuler, à comment faire, à faire du réseau. Non mais oui, tu as raison, il y a une question d'éducation à l'emploi. Une grosse question d'éducation. Mais qui n'est pas forcément de dire l'emploi est formidable ou les entreprises sont formidables et voilà comment vous devez vous comporter, mais de dire parfois simplement les entreprises sont ce qu'elles sont. Sachez que voilà comment ça se passe. On ne peut qu'espérer que ça ira vers du mieux, mais en attendant, pour maximiser vos chances, voilà comment vous pouvez vous comporter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait l'un ou l'autre qui commence. Dans un monde idéal, les deux en même temps. Je suis désolée de vous interrompre, mais on me dit dans l'oreillette que c'est la fin de la session. Donc je vous remercie pour ce partage. On continue à l'extérieur. Et on se retrouve tout à l'heure à 14h. Merci.